Qui est Pierre Orsi? Bah, un cuisinier, mais un petit pépé de 84 ans. Non, je plaisante, voilà. Alors, bon, tout le monde est au courant que je ferme Orsi le samedi 29 avril, dernier service, royal, par la grande porte. Et voilà, on a derrière, bien sûr, des contacts, peut-être investisseurs, peut-être un futur chef, peut-être un... Voilà. Donc, et voilà, bien fait de le dire, je conserve le Cazeneuve, qui est notre bébé, depuis plus de 40 ans. Voilà. Mais on est heureux, on est rassuré, serein, tranquillisé, parce que nous avons un emplacement exceptionnel, un outil de travail formidable, et puis en plus on a parti du marché le foncier. Donc on est très optimiste pour la suite. On espère conclure dans 2-3 mois la succession de chez Orsi. Pierre Orsi, je suppose que c'est une décision qui a été relativement longue à prendre parce que, sans trahir des secrets, dans le Landerneau lyonnais, on disait souvent « Ah bah tiens, Pierre Orsi a vendu ou va vendre à telle personne, un Parisien, pas un Parisien », et puis arrive un jour où la décision doit être prise. Oui, alors pourquoi cette décision subite, rapide? Suite à la pandémie, on a perdu notre premier maître d'hôtel 25 ans, nos 2 sommeliers 18 ans, qui ont changé de métier. Les sommeliers, ils ont ouvert des caves à vin, un à Villeurbanne, un à Belleville. Notre maître d'hôtel a ouvert son bistrot. Voilà, on n'a pas pu reconstituer notre brigade en salle, en cuisine salée. Et puis dernièrement, il y a un peu plus de 2-3 mois, les 2 bras droit, bras gauche en cuisine me disent « Ça fait 6 ans qu'on est avec vous, on voudrait voir autre chose, on démissionne le 29 avril. » Ça y est, j'ai la clé, je ferme Orsi. Mais n'aurait-il pas pu, ses collaborateurs, reprendre sous une manière ou sous une autre votre belle maison? Oh, non, je pense pas, parce qu'il faut avoir les épaules larges, il faut avoir... Oui, vous pensez aux banquiers? Oui, un peu de sous-sous quand même. C'est un gros truc, on avait 48 employés, on a filé 24 employés, on limite les réservations, les clients sont là, mais en fin de semaine, on est obligé de limiter. Et puis on a d'anciens employés qui viennent nous donner au service un coup de main, voilà. Non, mais vous savez, s'il fallait faire l'analyse de ces 48 ans Place Kléber, ces 500 employés, 48 mariages entre le personnel, filles et garçons, puisqu'on a 16 logements, 4 apprentis qui sont devenus meilleurs ouvriers de France, beaucoup de mes apprentis sont devenus chefs étoilés, comme Frédéric Doucet, comme Cédric Burtin qui vient de prendre 2 étoiles aux nouvelles éditions du Guide Michelin. Donc on a une certaine satisfaction d'avoir œuvré parce que on a donné que du bonheur. Et c'est bien là l'esprit de la transmission, celui des meilleurs ouvriers de France, celui des professionnels et du professionnel que vous êtes, transmettre. C'est ça aussi qui a permis justement l'évolution chez vos collaboratrices et collaborateurs pour devenir, pour s'installer. Oui, je crois, je pense et je suis certain, on a été des bons formateurs. Qu'est-ce que c'est la formation? Bon, ben c'est de donner l'exemple. Moi qui suis toujours en cuisine, au fourneau, midi et soir, c'est tout simple, hein, de donner l'exemple. Et puis pour le gestuel, le goût, un peu de passion quand même, un peu de perfectionniste. Voilà, on a su construire avec ma femme Geneviève un établissement remarquable et fidéliser une clientèle qui aime notre cuisine. Joël Robuchon, avant de décéder, il disait il faut 3 gels dans l'assiette. Pourquoi? Parce que de moins en moins vous aurez des cuisiniers. Et aussi la rapidité, c'est-à-dire le produit principal, surtout de la sauce, et une garniture et une assiette chaude. Voilà, c'est tout simple la cuisine. Hein. Effectivement, Pierre, on dit toujours une cuisine, bah, ce sont des hommes bien entendu qui transcendent les produits, mais c'est qualité, sélection des produits, une cuisson juste et parfaite, et l'assaisonnement qui donne la petite touche. Au-delà, bien entendu, du cinéma que font certains dans les assiettes. Oui, 3 gels dans l'assiette, si l'assiette est chaude, plus vous découpez ou
fractionner un produit, il a moins de goût, moins de faveur, c'est-à-dire moins d'odorat. Voilà, je crois que faites simple, ça risque d'être bon, je crois que. Mais il faut toutes sortes de cuisine. Moi, j'adore regarder quand je peux Top Chef, toutes ces émissions que nous avons à la télévision. Bon, on ne court jamais dans une cuisine, on ne cherche pas son torchon parce qu'on a son tablier, on a une tenue, et puis l'économie, on jette rien dans la cuisine. Donc, ça peut motiver beaucoup de jeunes passionnés. La preuve, tous ces jeunes qui ont été lauréats, par exemple de Top Chef, se sont installés. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le succès? Le succès, c'est la durée. Moi, j'ai connu, on s'est installé en 75. On avait des grandes stars à cette époque-là, que ce soit Roucou, Nantron, Vétard, oui. Votre grand ami Bourriot. Un des seuls où il a pu vendre. Les autres étaient difficiles, des fins difficiles, tels que Jacques Brasier, suite à son père. Voilà. C'est dur la restauration. Alors, le produit, qu'est-ce que c'est le produit? Ça prend des années pour avoir le bon. Bon, on fait le pigeon, nous, depuis le même fournisseur, depuis 48 ans. On vous décante ce que ça veut dire. Les homards, il y a un calibre. Nous, 100 clients, on vend 50 homards, 50 ravioles de foie gras au jus de Porto. Personne ne le fait. Il n'y a que nous qui pouvons le faire. Les crêpes Suzette à Lyon, c'est long, c'est difficile. Bon, on fait les crêpes Suzette. Surtout à la place, peut-être. Oui, ça, il faut l'outil de travail. Et au fil des ans, nous, des décennies, on a acquéri 140 mètres carrés, nous avons 1500 mètres carrés sur 3 niveaux, une cave où beaucoup de bachons se font, d'apéritifs, des salons privés au premier étage. Voilà, c'est un outil de travail qui est parfait. Alors, une certaine satisfaction d'avoir allé marquer la place Kléber. Je reconnais que, oui, on est heureux. Cet établissement ne s'appelait-il pas, lorsqu'il était créé, le Châteaubriand, avec 2 chefs de qualité? Oui, alors la particularité, en 1926, c'était le Châteaubriand. C'était... moi, j'ai acheté à Louis Lambert, qui est resté 25 ou 30 ans, et Marcel Thibault était en 1926. Alors la particularité, depuis 1926, il y a eu 3 chefs. Ça, c'est très rare. 3 chefs de cuisine. Mais des cuisiniers, voilà. Et bon, je ne saurais pas qui c'est le 4e encore. C'est quand même trop tôt pour divulguer. Je sais pas le chèque encore. On verra pour le non, d'ailleurs, je ne vous mets pas la pression, je ne vous pose pas la question. Je crois qu'il sera assez temps pour le savoir. Oui, ça va prendre quand même 2-3 mois pour prendre la bonne décision, choisir le bon successeur. Voilà. Oui, je suis très confiant, très optimiste. Oui, parce que la location de Châteaubriand, enfin de chez Orsi maintenant, est exceptionnelle. Et c'est grâce à Maurice Bardachon, je revenais des États-Unis, qui m'a dit allez voir là-bas, c'est bien placé, ça a toujours bien travaillé, bien orienté. En effet, c'est une des maisons les plus anciennes des Brotteaux. C'était la maison de campagne de M. Morand, qui a construit le pont Morand, qui était en bois, tout de suite après le pont de la Guillotière. Le malheureux, lui, il a été guillotiné, lui, c'est différent. On a vu Pierre Orsi, on a vu l'établissement, l'outil de travail, un petit peu votre passion pour les produits de qualité. Et Pierre Orsi, quelle est l'histoire de Pierre Orsi que nous avons connu dans moultes endroits? On voit encore cette photographie où vous êtes à plusieurs sur une mobilette devant chez Paul, ou un scooter devant chez Paul Bocuse. On sait que vous avez passé plusieurs années aux États-Unis dans des très très belles brigades. C'est quoi l'histoire de Pierre Orsi depuis sa jeunesse? Oui, mes parents tenaient une auberge à Polémie-au-Mont-d'Or. Après les années 50, n'étant pas très bons élèves à l'école, mon père me met en apprentissage. La maison proche de Polémieux, c'était Collonges-Monteur, et c'est Georges Bocuse qui m'a signé mon contrat d'apprentissage, où je me suis retrouvé avec son fils Paul, qui était son employé au fourneau, avec Jacques Barguin et Roger Jaloux, 3 apprentis. Et on avait chacun une ça, mais c'était pas pour se promener, ni pour faire la foire, c'était vraiment pour aller travailler
on avait les cours rue Sala, société d'enseignement professionnel, pour passer le CAP, et l'apprentissage durait 3 ans. Et la première année, j'étais pas trop... Motivé? Pas trop. J'étais plus motivé pour la salle, le service, parce qu'il fallait travailler chez mon père le jeudi, il fallait travailler les jours de fête, les vacances, le samedi, dimanche, donner un coup de main, hein. Il y avait tout à faire. Balayer la terrasse, tirer le vin à cette époque-là, éplucher les pommes de terre, voilà, les asperges, les haricots verts, on était toutes mains. Et la salle, j'étais dégourdi en salle. J'étais dégourdi, j'ai encore des photos à 14 ans avec le nœud papillon, le gilet pour être présentable vis-à-vis de la clientèle. Et puis la deuxième année, je reconnais que grâce à Paul Bocuse qui était à nos côtés, au fourneau, c'était des fourneaux à charbon, hein, les tables étaient en bois, la sciure, vider la cheminée parce que l'approche a été quand même un des succès de Paul Bocuse. Les volailles de Brest, bien sûr. Voilà, c'était... Et pourquoi Monsieur Paul? Il y avait Madame Raymond, sa femme, Madame Bocuse mère, et Monsieur Georges, son père. C'est nous, les apprentis, qui l'avons baptisé Monsieur Paul. On ne disait pas chef, chef, chef. Monsieur Paul, c'était Monsieur Paul. Ça a toujours été Monsieur Paul. Et c'est grâce aux apprentis que ça lui est resté. Et puis, il y a eu les États-Unis également. Oui, alors, quand on sort d'apprentissage, c'est le maître d'apprentissage qui vous place. Et moi, il m'a placé à Paris, au Lucas Carton, au Maxime, et puis il m'a envoyé en 63 l'auberge du Père Bise, avec Marius et Marguerite Bise. C'était la belle époque. C'était sûrement le restaurant le plus coûteux, mais le plus célèbre de France, au bord du lac d'Annecy. Et c'est la première fois que la reine Elisabeth, la grand-mère, était venue à Annecy. Et puis l'ambassadeur des Russies, qui sortait de la Russie, vous avez été accueillis chez Bise à Talloires. J'ai gardé un bon souvenir, c'était l'auberge, ça me changeait pas trop de Pont-de-Colombe, très familial. Et puis là, j'avais compris qu'il fallait parler anglais, donc j'ai essayé de partir en Angleterre, où je suis rentré dans une maison de famille pour parler anglais. Je suis pas resté à Londres, parce qu'il y avait trop d'étrangers italiens, espagnol. Ville cosmopolite. Hein. Oui, et là j'ai pu apprendre l'anglais parce que j'étais vraiment qu'avec des Anglais, mais c'est une pension de famille, mais on buvait trop de bière, donc, et puis un peu, on n'est pas très courageux aussi, un peu, j'allais devenir feignant, et là, ma chance de ma vie, Monsieur Baudard, le patron de chez Maxime, où j'avais travaillé 2 ans, vient me prendre et il me dit vous partez à Chicago sur les recommandations de Paul et puis de Pierre Troisgros parce que j'avais laissé un bon souvenir et ils me disent vous partez à Chicago, ils avaient ouvert comme ils avaient ouvert à Tokyo, ils avaient ouvert un restaurant Maxime à Chicago. Intérieur de moi-même, d'être chef, responsable, j'avais 25 ans, c'était un peu tôt, trop tôt. Je me suis dit, je suis pas capable, intérieur de moi. Bon, je me voici à Chicago en février, où il y avait 1 mètre de neige, Windy City, la cité du vent. Et là, au bout de 2 jours, je me suis dit, oh là là, je suis capable, parce que je connaissais toutes les recettes du Maxime de Paris. Et puis, c'est courageux, c'est autoritaire. Bon, ben, j'ai tenu la brigade, c'était un très bel restaurant. Et quelques années après, j'ai pu faire pas l'ouverture, mais prendre la suite d'un chef français qui était le Big John Hancock. C'était l'immeuble le plus haut du monde à cette époque-là, le 95e étage, Magnifique restaurant. Et là, on avait 60 cuisiniers, mais j'étais devenu l'exécutif. Je cuisinais plus. J'avais toujours un crayon, un papier, le food cost, le labor cost, le forecast, voilà. Et puis un jour, ils me font visiter 25 000 des États-Unis. C'était une très grosse compagnie. Très grosse compagnie. Et un jour, il me transfère à Philadelphie. Là, j'étais toujours en costume, cravate. Là, je me suis dit, là, j'ai un pied dehors. Et là, j'ai décidé de rentrer en France en 74. Oui. Et Monsieur Maurice Bernachon, c'est là qui m'a indiqué le Châteaubriand. Et on a ouvert le 17 septembre 75, avec ma femme Geneviève, avec 7 employés.
sur 140 mètres carrés. Et tout de suite, on a fait complet pendant 17 ans, midi et soir. Mais on avait que 140 mètres carrés. Je vais voir le propriétaire, et le propriétaire, je lui dis, est-ce que vous vendez? Il me dit non. Un mois après, il dit oui, mais je vends, mais il faut le dessous de table. À cette époque-là, c'est marché comme ça. Je vais voir mon père, pour m'aider financièrement, bien sûr. Et puis, voilà, c'est fait, on a eu 3 ans de travaux. On avait investi des grosses sommes, j'étais très économe, j'ai autofinancé beaucoup, et on a pu faire l'outil de travail que je rêvais, Et bon, ben, ça a marché très fort. En effet, on a fait des très belles manifestations, le réveil russe. J'ai fait les 2 déjeuners du G7 sous une toile de tente au parc de la Côte d'Or. Le fameux G7, oui. Avec donc 7 pays, plus la Russie qui était invitée. Au dernier moment, Voilà. c'était Helsinki. Il devait, oui, tout métropole, c'est lui, David Bandé, il n'est jamais venu. Et quand vous vous trouvez avec Chirac, Kohl, Clinton, Chrétien, Hashimoto et John Major, bon, c'est quand même quelque chose, et on n'avait pas le droit de photo. Et puis c'était que, avec les Sherpas, leur bras droit, leur bras gauche, c'était 30 couverts. Et on a fait les 2 déjeuners. Mais j'avais signé un papier comme quoi, moi seul toucher la nourriture, personne ne pouvait. Alors j'avais pris mes 4 apprentis, mes 2 maîtres d'hôtel, donc Patrick Desmurs, qui est toujours présent ici au Cazeneuve, qui est le directeur. Et ça a été des moments merveilleux, oui, parce qu'ils avaient tombé la veste. Et puis notre ami Chirac se faisait servir de la coronade, de la bière, voilà. Mais j'avais pas eu la tête de veau. J'avais fait mes spécialités à moi avec les vins, notamment Jean Thévenet, mon vin préféré, oui, vin viré, vin confessé. Et puis, dans les souvenirs que nous pourrions évoquer, les États-Unis avec votre ami Jean Banchet à Chicago, quelques dizaines d'années plus tard, le retour aux sources, le concours de cuisine des jeunes qui s'appelait Graines de chef, autant de souvenirs, les restaurants, enfin les nouveaux rangs russes dont vous avez parlé, autant de souvenirs, mais en fait votre vie est parsemée de souvenirs, de beaux souvenirs. Oui, je reconnais, je suis allé 30 fois au Japon, représenter le Beaujolais à cette époque-là. On servait du bœuf, bien sûr. J'avais un bras droit, Gérard Vignal, qui était notre chef délégué au Pont de Ciel à Osaka. Oui, et puis en Argentine, en Afrique du Sud, puisqu'on a été très vite étoilés. Et puis on était relais et châteaux. Donc ça m'a permis de voyager énormément et de faire des reprises. Raymond Barre, il m'avait envoyé au Canada, à Ottawa. Raymond Barre qui était un de vos habitués, hein, puisque ses bureaux étaient ici, à côté de chez vous. Oui, rue de 16. Oui, Madame Marie Camparini, qui était sa secrétaire à cette époque-là. Il couchait au Roosevelt avant. Et c'est lui quand même, grâce à lui, qu'on a eu le G7 en 96. Et puis que Lyon a été nommé Lyon ville au patrimoine mondial de l'humanité. Il faut reconnaître quand même que Raymond Barre a fait beaucoup pour Lyon. Et c'est lui qui aussi a permis l'éclosion de l'association des authentiques bouchons lyonnais. C'est un autre type de restauration, c'est de la restauration lyonnaise, la lyonnaiserie militante, mais c'est également elle fait également partie du patrimoine lyonnais. Oui, moi quand j'ai pris la présidence des Feux Blanches il y a longtemps, j'ai fait que 2 mandats parce que j'ai voulu donner le bébé à Guy Lassauzet. On était 35, là ils sont 120, animés par Christophe Marguin. Qui lui a fait déjà plusieurs mandats et souhaite en faire d'autres encore. Oui, on l'appelle le Poutine de la restauration, parce qu'il ne veut pas lâcher le manche, il veut le garder. Mais il le fait très bien. Voilà, et en effet, je reconnais que l'association des Feux Blanches lyonnaises, ça marche très fort, très bien, et est reconnue nationalement. Pierre Orsi, si vous aviez, entre guillemets, un rêve à cet instant précis, quel serait-il dans votre métier? Parce que vous souhaitez quitter le 29 avril 2023 votre restaurant gourmand, votre relais gourmand, relais et châteaux, mais en fait, vous conservez le Cazeneuve. Donc, en fait, vous voulez pas raccrocher, vous voulez pas rendre le tablier. Je vais avoir peut-être moins de pression, plus côté relationnel.
on a des clients fidèles ici qui viennent toutes les semaines, bon, pour des causes, raisons sociales ou travail, mais on a vraiment des habitués. Non, que du plaisir. J'avais que du plaisir aussi chez Orsi. Je vais me faire les mêmes contraintes, lever très tôt, faire la grosse mise en place, ce que je fais quotidiennement. Et puis, après votre sport, je me fais ma mise en place. Après, je pars, je fais 6 heures de sport par semaine. On a un club à l'Institut Vendôme. Avec des gens comme Aix et Dieu ait son âme, Georges Pitiou. Oui. Oui, et puis d'autres, des copains, je suis le seul manuel, hein. C'est tous des toubibs, des comptables, des avocats, comme Alain Jacques Lubovic. Des politiques oui. Je pense à un en particulier. Jean Collomb, c'est vrai, il fréquentait bien l'Institut de Georges Alatas, l'Institut Vendôme. Oui. Et puis Marc Fraisse aussi, voilà. Mais surtout des grands patrons. Qui ont compris que la culture physique était importante pour avoir une certaine longueur de rester dans ce métier, oui, particulièrement. La tête et les jambes, le corps et l'esprit, et puis sans oublier les mains qui sont essentielles en cuisine. Il y a quand même un point que vous avez modestement omis de citer, c'est votre col bleu-blanc-rouge du meilleur ouvrier de France. Ça pose un homme, et plus exactement, ça reconnaît un professionnel. Oui, alors il faut dire, je l'ai échoué en 65, 68, et là j'étais aux États-Unis en 72, et là j'ai compris qu'il fallait se faire aider par des gens qui étaient expérimentés. Et là, je me suis vraiment... Ça aurait été la dernière fois, même que je l'aurais pas eu, je refaisais peur 4 fois. Et là, j'ai vraiment mis toute mon énergie pour me concentrer sur ce concours. J'ai pris 15 jours uniquement pour ce concours, plus de lien avec la famille, plus... le téléphone n'existait pas encore en 72, mais... Bon, j'ai réussi, voilà, mais je ne l'aurais pas fait une 4e fois. Alors c'est une satisfaction personnelle, reconnue plus en France qu'aux États-Unis, il n'était pas reconnu. Après ils m'ont mis chef de l'année aux États-Unis, oui, mais ça c'était plus honorifique. Hein. Non, il n'y a pas de feu sans feu. Je suis content de l'avoir eu, bien sûr. Alors, vous savez, dans la vie de ce métier, on a été étoilé, on a perdu nos étoiles, voilà. Ça vous a fait un coup, l'histoire des étoiles? Non, parce qu'on a continué avec notre clientèle fidèle. C'était plus pour embaucher du personnel, des stagiaires, des apprentis qui recherchent quand même un restaurant étoilé. Comme il dit Monsieur Ducasse, on peut vivre sans étoiles, mais on vit beaucoup mieux avec une étoile. Avec des étoiles, et puis avec des tocs Goemio également. Structure dans laquelle vous êtes effectivement fortement et honorablement connu. Oui, il y avait le guide Cléva Colombe, il y avait le Champérard, il y avait l'autojournal à cette époque-là. Et pour entrer dans les rois des châteaux, il fallait les 8 points. Donc il fallait être bien noté dans tous ces guides. Et puis là, je reconnais que il y a Franco Mignot qui fait beaucoup d'efforts pour les jeunes cuisiniers, pour la gastronomie, et puis incontournable, bien sûr, le guide Michelin, bon, avec des hauts et des bas, mais ils sont là, c'est omniprésent quand même. Il vaut mieux étoiler quand même que pas étoiler dans le style gastronomie. Pierre Orsi, nous allons malheureusement conclure cet entretien. 2 points, enfin 3 questions. La première, 2 points. Votre meilleur souvenir et votre souvenir le plus, si ce n'est triste, du moins, je parle professionnellement, votre souvenir qui vous a pas très bien marqué. Alors, si je devais faire le meilleur, le réveillon en 1999, j'avais fait payer d'avance, j'avais 21 Américains qui venaient de Chicago en avion. Et il y a eu cette tempête juste avant Noël, une grosse tempête, des arbres centenaires à Versailles, toutes les grandes forêts. Donc les gens ne pouvaient plus bien voyager. Et moi, comme j'avais fait payer, donc j'avais 100% de réservation. Et la satisfaction, 6 heures du matin,
Gould, il faisait défiler aux Champs-Élysées ces grandes silhouettes, statues déguisées sur des échasses. C'était marquant. Et 6 heures du matin, on avait terminé. J'étais sur le pas de ma porte, avec ma veste de cuisinier, j'avais quitté mon tablier. Mon maître d'hôtel qui faisait la fermeture partait, le jour se levait, il faisait beau. Et dans la rue, 4 peurs, vraiment, avec des bâtons tapés sur toutes les voitures. Et un gros chien qui était pas tenu en laisse, ils m'ont vu sur le pas de la porte. J'aurais pas bougé. Et est-ce qu'on peut avoir un peu d'eau? Et ils se sont arrêtés. J'ai donné de l'eau. Et ils se sont arrêtés de taper sur les voitures. Ils m'ont vu sur le pas de la porte 6 heures du matin avec ma veste. Et ils ont réalisé que il y avait personne dans la rue. Hein. Mais ils sont partis sans plus taper sur les voitures. Le respect du travail. Oui, là j'ai eu un peu la larme à l'œil, oui. Et puis, dernière question, Pierre Orsi, le mot de la fin, mais à Lyon on n'est pas très bon en écriture, on est meilleur en gastronomie. Le mot de la fin, on va l'écrire FAIM. À cet instant précis, dans votre belle maison, que ce soit le Cazob, dans vos belles maisons, que ce soit au Cazeneuve ou au Relais Gourmand Pierre Orsi, vous auriez envie de quel plat, qui sont soit des plats signatures de Pierre Orsi, soit vos plats préférés, et puis avec modération, quel vin? Ben, le vin, ça, c'est Jean Thévenet, m'a conquissé, m'a combiré. Je crois que ça, du reste, je bois plus de vin rouge, j'ai bu tous les Bordeaux, enfin goûté, tous les Côtes du Rhône, tout ça. Oui, vin. Et vraiment, le plat, oh là là vous me posez une... Ah ben le pigeonneau, si le pigeonneau. Le pigeonneau, parce qu'on a des fours à 400 degrés qui arrivent à fondre la graisse sous le pigeon. C'est le pigeon, je crois que... Oui, le pigeon de Charcy, oui. J'avais François de Salemaire, le meilleur pigeon de la ville, c'est lui qui le disait. Et puis j'ai Albert Constantin, il mange toujours un pigeonneau, le meilleur de la ville. Oui, le pigeonneau. Salemaire, le chantre du Champagne, et Albert Constantin, le grand architecte lyonnais. Allez, le pigeonneau, je revendique le pigeonneau. Parce que on a les bonnes cocottes en fonte, on a les gousses d'ail, avec le riz sauvage d'Amérique que j'ai ramené des États-Unis. Et puis, et puis ce four à 400 degrés, c'est quelque chose. C'est des fours salamandres que j'ai fait faire spécialement pour nous. Un petit dessert? Ah là, comme c'est ça, de Charcy. Et puis les tuiles aux amandes, c'était la première recette de chez Bocuse que j'ai appris en apprentissage. Elle est inchangée. Les tuiles aux amandes, ça coûte rien, mais c'est très long au point de vue main d'œuvre, à confectionner, à faire. Tous les jours, on a 3 gars qui font des tuiles aux amandes chez Orsi. Pierre Orsi, merci infiniment. On a bien compris que le restaurant Pierre Orsi, le Relais Gourmand, fermait le 29 avril 2023, mais on a compris que Pierre Orsi gardait sa toque et sa veste de cuisinier avec le col bleu, blanc, rouge. Que vous dire d'autre? Bel appétit. Un mot à rajouter? Parce qu'on vous a fait revivre une grande partie de votre vie personnelle et professionnelle. Un mot à ajouter à l'issue de cet entretien? Ben, c'est pas la fin, mais de vous revoir, les amis clients fidèles au Cazeneuve. Merci Pierre Orsi, merci également à votre équipe, Pierre Desmurs qui depuis de nombreuses années est votre collaborateur et le directeur du Cazeneuve. Peut-être une petite question, que vont devenir vos collaboratrices et collaborateurs du Relais Gourmand? Alors, beaucoup de mes collègues me les ont demandé, que ce soit la pâtissière, la secrétaire, tout ça. Les autres me réclament tous le peu de reste qui me reste de cuisiniers, les pâtissiers. Ils sont tous casés. Ils n'ont pas de soucis. Dans le Charcy, c'est une référence. Et en parlant de casés, excusez-moi, une nouvelle dernière question. J'ai entendu dire que vous vendiez votre matériel à Lancan dans quelques jours, m'a-t-on dit, dans le cadre de vaisselle de chef, peut-être? Oui, mais c'est un petit résidu d'ancienne vaisselle qui n'est plus d'actualité. On a changé le service 3 fois en 48 ans quand même. Alors il m'en restait encore des reliquats, mais ça sera pour la graine de chef. Et ça va se passer où et quand cette vente?
Eh bien, je crois qu'ils font une vente de place Maréchal Lyotet. Enfin, le 6 mai, je crois. Oui, oui. Alors, bon, il y a encore des bricoles. Orsi. Pierre Orsi, merci, bel appétit et que dire d'autre? Une page se tourne, mais le livre n'est pas refermé. Non, non, je suis pas à la retraite, c'est qu'une semi-retraite. Oui, puis vous n'avez que 80 années, un petit peu plus. Oui, bon, j'espère que je vais terminer par la grande porte, c'est le principal, en bonne santé. Alors rendez-vous pour vos 90 ans. Merci à Lyon, dans ce beau quartier des Brotteaux. Merci Pierre Orsi. Bon, on mange un poisson.